Bonsoir ou bonjour en fonction de l'heure à laquelle vous nous rejoignez. Bienvenue sur Sport Business Squad, devenu Sport Business Africa pour la deuxième saison. Eh bien, simplement pour se rapprocher davantage de vous, mais surtout des réalités du continent africain. Ceci dit, Sport Business Africa reste et demeure la première émission dans la francophonie traitant des questions relatives à la gouvernance et à l'économie du sport. Installez-vous confortablement, tout de suite de sommaire, une signature de David Kevin Abala. Au sommaire de Sport Business Africa, actu, nouveau rebondissement dans l'affaire Diack. 4 ans d'investigation, des millions de dollars en jeu, la justice cible Dentsu, géant mondial de la publicité et son partenaire suisse, Athletic Management and Service en abrégé AMS. 2 sociétés qui gèrent en tandem les droits marketing et télévisés de la Fédération internationale d'athlétisme. On apprend aussi que l'ancien président de l'IAAF, Lamine Diack, et son fils, l'homme d'affaires et consultant Papa Massata Diack, seront bien jugés en France pour corruption et blanchissement en bande organisée. Ça discute. Depuis quelques jours, ça chauffe entre la FECAFOOT et la LFPC. La semaine dernière, on apprenait dans un communiqué signé par le bureau du comité exécutif de la maison de Tinga la suspension de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Une première dans l'histoire du football africain. Crise managériale ou manifestation du droit, on en discute. Et enfin, Focus, on fera le bilan de la gestion des droits TV de la CAN 2019 avec Grégoire Ndjaka. Il est camerounais et c'est le directeur général de l'Union africaine de radiodiffusion, en abrégé UAR. Un entretien réalisé grâce à nos confrères de Forum Afrique Foot Média. Sport Business Africa, c'est aussi vos rubriques habituelles avec un grand quiz sur la CAN Égypte 2019. Installez-vous donc confortablement, ça démarre. À l'instant. Voilà, vous savez tout ou presque des sujets que nous allons évoquer dans le cadre de cette émission. Eh bien, vous vous doutez bien que ce gros paquet ne peut pas être abordé tout seul. Pour cela, j'ai besoin de quelques gladiators dans le domaine du sport business. Ils sont repartis à travers le monde. Ils seront également avec nous sur ce plateau. Il y en a un qui spécifiquement arrive dans ce plateau pour sa toute première fois. Il s'appelle Bernard Basson. Salut Bernard. Bonsoir. Je rappelle que tu es spécialiste en droit international du sport. Tout à fait. Et comment tu vas? Comment tu te portes? Très bien, et tout ça va, il n'y a pas de problème particulier. Alors, avec toi justement, je disais, on va aborder pas mal de cas juridiques, pas mal de situations qu'on constate justement dans le droit international du sport. Commençons par cette première affaire qu'on voyait déjà venir à travers le sommaire de David Kevin tout à l'heure. Eh bien, il s'agit du rebondissement qu'il y a eu dans l'affaire Diack. Il faut rappeler que Lamine Diack, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, est à nouveau épinglé. Cette fois-ci, ce n'est plus pour des cas de dopage ou de la Russie, mais plutôt dans le cadre d'une mauvaise gestion des droits télé du côté quand il était encore en service du côté de la Fédération internationale d'athlétisme. Il faut dire quand même que ça fait beaucoup jaser parce que son fils est également impliqué. Il s'agit de Papa Massata Diack qu'on aura d'ailleurs tout à l'heure en direct si tout se passe bien. On va prendre ce reportage de notre confrère de TV5 Monde. Il s'agit de Randri Anari Manana qui nous dresse la situation. Pékin, passage de relais historique à la tête de la Fédération internationale d'athlétisme. Après 16 années de règne, le Sénégalais Lamine Diack veut voir dans son successeur Sébastien Coe un héritier. Donc Seb, félicitations. Je suis content que finalement nous y sommes arrivés. Et maintenant, Mais Seb, comme il l'appelle, l'ex-champion britannique de demi-fond, l'a lâché. Surtout depuis que la justice française enquête sur la présidence de Lamine Diack de 1999 à 2015. Cette année-là, en novembre 2015, le parquet financier met en examen le dirigeant sénégalais pour corruption passive. Il ne peut plus quitter le territoire français. Lamine Diack est soupçonné d'avoir couvert des athlètes dopés contre rémunération. Un système de corruption présumée dans lequel la Russie est impliquée au plus haut niveau de l'État et finalement sanctionnée aux Jeux Olympiques.
3 ans après, le 26 juin 2018, nouvelle mise en examen de Lamine Diack. Cette fois, pour abus de confiance en lien avec l'argent des sponsors de la Fédération d'athlétisme. Des contrats négociés par son fils, Papa Massata Diack, alors conseiller marketing. Ce dernier conteste depuis sa résidence à Dakar. Les enquêteurs français, ils doivent, je pense, faire un effort depuis le mois de décembre 2015 de venir au Sénégal, c'est 5 heures de vol. Et à ce moment-là, lorsque j'aurais été confronté avec des documents officiels, j'aurais pu répondre, je peux répondre à toutes ces accusations de la manière la plus officielle possible. Contacté par téléphone, Papa Massata Diack dit ne pas être au courant de poursuites contre lui et qu'il va consulter ses avocats pour répondre au mandat d'arrêt international lancé par Paris. Grosse affaire, Bernard. Grosse affaire. En effet, c'est une grosse actualité, mais je pense qu'il ne faudrait pas être particulièrement surpris par cette affaire pour deux principales raisons. La première, c'est que, quelle que soit la strate sociale concernée, les personnes qui ont la gestion des choses globales sont celles sur lesquelles pèse le plus grand nombre de suspicions. Donc, du fait que Lamine Diack a été président de l'IAAT pendant plusieurs années, fait en sorte que les uns et les autres puissent penser que sa gestion aurait pu être opaque et pas du tout claire. Mais pour revenir à l'essentiel, je pense que la justice fait son travail et qu'il y a véritablement des choses sur lesquelles on peut quand même se questionner parce qu'on n'arrive pas à comprendre pourquoi, malgré les contrats que l'IAAF a signés avec AMS et Gensu, on n'a pas réussi à avoir une traçabilité suffisamment manifeste de tout ce qui a pu se passer entre les deux parties. Voilà donc pourquoi la justice a manifestement estimé qu'il y avait anguille sous roche et qu'il fallait bien sûr savoir ce qui s'est passé. On s'est rendu compte que de gros sponsors, notamment Samsung et Adidas, se sont plaints d'avoir contracté mais de n'avoir pas eu satisfaction des prestations qui étaient supposées être rendues par les parties par la partie adverse, quoi. Donc, on se demande bien ce qui s'est passé. On aimerait savoir qu'est-ce qui s'est passé dans le fond, comment ont été gérés les droits, comment les prestations se sont rendues entre les deux parties, et ainsi de suite. Mais je pense qu'il faut quand même se dire que Lamine Diack, qui, d'après ce que disent les juges français, se sera servi de son fils dans cette manipulation financière-là, aura vraiment fort à faire parce que moi je me dis qu'il sera plus ou moins épinglé par la justice. Mais est-ce qu'il n'y a justement pas un conflit d'intérêts dans la mesure où justement dans les transactions ou du moins dans la gestion des questions relatives au marketing, il est donné entre guillemets la responsabilité ou le marché à son propre fils? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler juridiquement d'un conflit d'intérêts? Bien sûr, vous faites bien de parler du droit parce que il y a même en droit international du sport des incompatibilités fonctionnelles, des incompatibilités de gestion. Il n'est pas concevable, même dans la pure logique, qu'un père cède certains droits à son enfant dans la gestion des choses à caractère public. Donc ça c'est totalement incohérent de voir que Lamine Diack passe des marchés avec son fils Massata. Ça n'a clairement pas de sens. Donc il faut comprendre là qu'il y a quelque part manipulation financière qu'il faut dénicher, qu'il faut véritablement mettre au goût du jour pour que les responsabilités soient dégagées et que chacun on tire la sanction qu'il mérite. Eh bien, l'affaire est justement pendante en justice. On aura l'occasion de revenir sur cette affaire au fur et à mesure de l'évolution. Mais nous, on va faire quoi? On va probablement aller du côté de Dakar, au Sénégal, où nous attend justement Papa Massata Diack, le fils donc de Lamine Diack. C'est vrai qu'avec lui, on ne va pas évoquer le volet juridique, mais essayer d'avoir quand même son overview sur ce que représente aujourd'hui le sport business en Afrique. On rappelle quand même qu'il s'agit il est considéré en Afrique de l'Ouest comme le pape du sport business, pour avoir travaillé dans pratiquement tous les pays, avoir participé justement à la stratégie marketing de pas mal de fédérations de ce côté-là. On nous signale qu'il est déjà en ligne. Alors, salut Massata, c'est vrai que on nous signale justement que tu es en ligne. Alors, aujourd'hui, on le disait tout à l'heure, on ne va pas revenir sur l'affaire judiciaire, on va peut-être laisser la justice suivre son cours, mais déjà, moi, je voudrais savoir comment se porte ton père. On sait qu'il est actuellement du côté de la France. Comment il se porte? Bonjour à tous. Alors, le papa se porte très bien. Il a passé une très bonne tabaski. Je vais vous envoyer une de ses photos à la mosquée de Paris. Il va très bien, dans un très bon état d'esprit. Et
toute la famille va bien. Implication dans les stratégies marketing de plusieurs fédérations en Afrique de l'Ouest. On connaît aujourd'hui ton CV. On sait que le Sénégal, en 2022, va abriter les Jeux olympiques de la jeunesse. La question qu'on aimerait se poser, est-ce que tu vas te porter garant ou tout au moins te porter candidat à l'organisation, ou du moins, est-ce que tu vas pouvoir faire part de tes services pour l'organisation de cette compétition? Bon, tout à fait. Les JOJ, c'est en mai-juin 2022. On est tout à fait dans de bonnes dispositions pour aider directement ou indirectement le Sénégal. Si le comité olympique ou le comité d'organisation veut bien s'approcher de nous, on peut partager notre timide expérience et les aider à vendre cet événement qui est d'une très bonne... qui a une très grande portée internationale. C'est la première fois que les Jeux olympiques viennent en Afrique et le Sénégal a la chance de l'abriter. Donc, il faut qu'on le réussisse. Donc, c'est un défi patriotique et je suis prêt à m'y associer. Alors, Papa Massata, au-delà de ça, il faut dire qu'on sait déjà concernant les Jeux, mais revenons un peu sur cette affaire qui a un peu défrayé la chronique à un certain moment du côté de Dakar. On sait quand même que l'entreprise chinoise StarTime a décidé d'investir près de 10 milliards de francs CFA dans le championnat sénégalais. Pourtant, on sait quand même que le championnat sénégalais a de gros soucis au niveau de l'organisation et même au niveau des infrastructures. Et selon toi, qu'est-ce qui justement a fait capoter ce partenariat-là? Pour le contrat StarTimes, moi, je pense que je connais pas bien les termes du contrat, donc je pourrais pas trop m'avancer là-dessus. Mais je pense que c'est une question de négociation. Et comme je dis encore, c'est au club de valoriser leurs ressources, mais de valoriser et de chercher une stratégie de communication pour captiver les fans. Parce que faire une retransmission des championnats sur des stades vides, ça ne donne pas une bonne image du football. Donc, il faut tout faire pour que ces stades soient plats. Bon, mais même à moitié. Mais on n'a pas besoin de retransmettre tous les matchs. On peut retransmettre entre 30% et 50% des matchs, la première ou les 2 premières années, le temps de valoriser le championnat, et trouver des formules pour remplir le stade, pour faire adhérer les supporters, les fans. Le football a une très grosse base de supporters, ça, personne n'en doute. Mais comment les faire, les fidéliser, c'est ça où est le problème. Donc je pense qu'il y a eu des conflits aussi avec un des partenaires, la société Excaf. Donc il y a des problèmes juridiques qui n'avaient pas levé avant de signer ce contrat. C'est peut-être une des raisons de cet échec, mais je pense que c'est une très bonne formule à étudier. Alors, Massata, il y a également on va ressortir d'ailleurs par cette actualité qui est très brûlante. On sait que l'actuel secrétaire général de la FIFA, qui aujourd'hui est en charge de la gestion de la CAF, a décidé de centraliser les droits des prochaines Coupes du Monde pour permettre justement aux fédérations de se faire un peu de sous. Mais ces fédérations-là sont un peu contre ce principe. Alors, qu'est-ce que tu en penses justement? Que penses-tu de la centralisation des droits télé? Le problème de centralisation. Si aujourd'hui l'UEFA, avec la Ligue des Champions, a réussi son programme de marketing avec cette formule de Coupe d'Europe des Nations, ces formules c'est qu'elle a centralisé ses droits. Toutes les fédérations nationales, tous les grands clubs, 64 grands clubs européens, ont signé avec l'UEFA un programme, un contrat de marketing qui fait qu'ils peuvent vendre à partir de leur siège social à Nyon, et de Lucerne avec la boîte Team Marketing pour vendre tous les droits, et ça ne fait que renforcer leur puissance de négociation au sein du marché des droits et des contrats de sponsoring. Aujourd'hui, les gens font la queue pour sponsoriser la Ligue des Champions. Ceux qui ne peuvent pas le faire vont vers l'Europa Cup. Ceux qui ne peuvent pas se retrouvent à la Ligue des Nations qu'ils viennent de créer. Donc, je pense que la centralisation est forcément la voie vers laquelle les fédérations africaines vont devoir aller. Maintenant, c'est une question d'organisation, de le faire et de négocier dans de très bonnes conditions et sur le long terme de très bons contrats. Donc, c'est la voie que je recommande. Papa Massata, merci.
Merci beaucoup pour m'avoir invité à cette émission et à cette contribution. À bientôt. Diack est donc consultant et expert dans les questions de marketing du sport. Il a travaillé avec pas mal de fédérations nationales au niveau du Sénégal, au niveau de l'Afrique de l'Ouest, également avec pas mal d'organisations internationales. On évoquait encore tout à l'heure le cas de la Fédération internationale d'athlétisme. Eh bien, on tourne la page, on se prend juste après. Voilà, il faut dire qu'on parle d'affaires juridiques à affaires juridiques, Bernard. Aujourd'hui, il faut dire que le torchon brûle entre la FECAFOOT et la Ligue de football professionnel. La semaine dernière, on apprenait dans un communiqué signé par le bureau exécutif, le bureau du comité exécutif, le Bucomex, de la FECAFOOT, la suspension de la Ligue de football professionnel. Et il faut dire que c'est une première dans l'histoire du football africain. Et la question qu'on se pose, est-ce une mauvaise manifestation du droit ou alors simplement des incompréhensions de management? Déjà qu'il s'agit d'une première qui, à mon sens, n'est pas très améliorative. C'est une première qui semble totalement déconnectée de la réalité. Mais pour établir un élément ou un ensemble d'éléments précis par rapport à la question que vous posez, il faut d'abord se dire qu'il ne s'agit en aucun cas d'une manifestation juridique, parce qu'il s'agit à l'inverse d'une violation ou d'un ensemble de violations manifestes du droit. Donc c'est plus un conflit managérial ou alors un ensemble de caprices fomentés ou manifestés, mobilisés par des personnes qui malheureusement ne veulent pas que le football camerounais décide de connaître ses plus belles heures. Donc sur le plan juridique, il faut noter qu'il y a d'énormes violations. Et pour revenir nettement à la suspension qui nous concerne en l'état actuel des choses, il faut comprendre que le bureau exécutif ou le bureau du exécutif de la FECAFOOT n'a pas le droit de suspendre la Ligue professionnelle du Cameroun. Ça n'a clairement pas de sens parce que ce bureau n'est pas compétent. Le comité exécutif, lui, il a compétence parce que je pense que l'alinéa 15 de l'article 40 des statuts de la FECAFOOT donne bien compétence au COMEX de suspendre la Ligue, mais cette suspension ne doit pas être à titre capricieux ou à titre gratuit. Il faut bien qu'il y ait un ensemble de faits qui soit relevé pour qu'on puisse arriver à une suspension. Mais si on remonte par exemple à l'article 39 et en alinéa 4, on se rend compte que la convocation du comité exécutif doit être notifiée à tous les membres 8 jours à l'avance. Mais il y a certains membres, notamment le président de la Ligue, qui n'aura pas été notifié, qui n'a pas participé donc à sa propre suspension, à la suspension de l'instance qui dirige. Donc il y a à ce niveau-là une violation du droit, ce qui fait en sorte que le COMEX qui a été convoqué ne l'a pas été régulièrement. Le bureau qui a décidé de suspendre l'a fait irrégulièrement. Et donc, la suspension ne peut avoir effet au sens du droit. Donc, voilà ce qu'il faut retenir basiquement de là. Et si on remonte plus loin, on verra que la FECAFOOT a plus d'une fois violé le droit, ses propres statuts, ainsi de suite. Donc, de façon juridique, la décision prise par le Bucomex est totalement incohérente et infondée. Et la Ligue, pour l'instant, peut continuer de fonctionner si on ne se fie qu'à ce que les textes juridiques prévoient. Alors, il faut dire quand même qu'au vu des enjeux sportifs et même des enjeux managériaux, on sait d'ailleurs que le Cameroun doit organiser le CHAN et que le CHAN, c'est une compétition qui, justement, prend en considération les joueurs évoluant dans le championnat national. Est-ce que la FECAFOOT, justement, est-ce qu'il y avait urgence, justement, de suspendre la Ligue professionnelle au vu de ces enjeux sportifs et managériaux? Bien sûr que non, ça n'a juste pas de sens, parce que dans un pays, je pense que ce qui prime, c'est l'intérêt collectif, l'intérêt du sport et les sportifs. Et les sportifs doivent compétir l'an prochain dans le cadre du CHAN et dans le cadre de la CAN 2 ans plus tard. Donc, il fallait bien que la FECAFOOT trouve un terrain d'entente avec la Ligue pour que le football soit sauvé, parce que là, il n'y avait pas matière à faire autant de situations délicates et conflictuelles, parce qu'il n'y a vraiment pas de situations qui brûlent. Donc la FECAFOOT a tout simplement fait preuve de mauvaise gestion managériale des choses. C'est plus un conflit d'intérêts individuels, il me semble. Vraisemblablement, certaines personnes tapis dans l'ombre veulent s'attribuer certains postes et veulent procéder par des manières totalement frauduleuses pour parvenir à leur fin, mais malheureusement, le Cameroun fait encore partie de ces états de droit et on espère que ce soit le Comité national olympique et sportif, le tribunal administratif ou même le TAS à Lausanne, que tout ce qu'il faudra faire au sens du droit sera fait pour que la situation soit réglée. Mais la FECAFOOT n'avait vraiment pas besoin d'arriver à ce niveau. La Ligue, jusqu'ici, peut-être n'a pas un bilan des plus radieux, mais a quand même des choses à son actif.
On a vu les playoffs la saison dernière qui ont été très bien organisés, donc je pense qu'on peut laisser le temps à la Ligue il reviendra de se d'ailleurs, tout à manifester fait. et de faire ce qui est demandé de faire. Il n'y a pas de violation, la Ligue a été plus ou moins dans ses missions, dans ses fonctions et dans son droit, donc la FECAFOOT, à mon sens, n'avait pas besoin d'arriver là, ça n'a juste pas de sens. Alors Bernard, quelle solution pour sortir de cette situation qui, quand même, est très embarrassante? Alors, pour la situation, il faut d'abord que les deux instances, je l'ai déjà dit plusieurs fois, sachent exactement quelles sont les missions qui leur sont dévolues. Que chacune sache clairement quel est son champ d'action pour réaliser certaines missions qui leur sont confiées à la base. Alors, cela étant, le comité en charge des affaires olympiques et sportives au Cameroun devra donc procéder à une conciliation entre les deux, parce qu'il faut bien noter que même si la Ligue est membre de la FECAFOOT, la Ligue a une personnalité juridique qui lui est propre, donc la FECAFOOT ne peut pas la phagocyter comme elle l'entend. Il faut donc que les deux instances se retrouvent et qu'il y ait une conciliation, qu'il y ait des procès pour que les deux instances s'entendent, qu'il y ait des constats qui soient faits, qu'il y ait des mesures d'avancement collectif pour le football camerounais. Donc, il faut que le comité se mette en branle, en marche, que la FECAFOOT ou ses représentants, du moins ses représentants, soient convoqués, ainsi que ceux de la Ligue, qu'il y ait des ententes et qu'il y ait des décisions collectives pour que le football, lui, au moins, puisse retrouver les terrains, que les joueurs puissent se mettre en activité, parce que le CHAN arrive à grands pas et on ne gagnerait pas pour l'instant à être dans cette situation-là. Tout à fait. Alors, nous, on fait quoi? Je évoquais tout à l'heure les playoffs qui ont quand même fait bouger le Cameroun pendant un bon moment. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre un jingle et on revient simplement pour parler de la stat de la semaine. Eh bien, Bernard, 14 114 000 francs CFA, voilà donc ce qu'on produit en termes de billetterie, les tournois de la LFPC Playoff de Yaoundé. C'est en substance ce que nous renseigne justement un volumineux rapport publié justement cette semaine par la régie événementielle de la Ligue de football professionnel. Il faut dire que cette compétition est considérée par la plupart des professionnels et surtout la plupart des observateurs comme l'une des compétitions de football les plus abouties au Cameroun. Quels ont été justement les secrets de cette réussite? On va d'abord se prendre ce reportage de Marina Ngokvina et on se prend juste après. Longtemps critiquée pour la qualité de ses compétitions et l'absence d'une réelle planification, la Ligue de football professionnel du Cameroun a décidé d'organiser les LFPC Playoff 2019 afin de s'inscrire complètement dans le calendrier footballistique international tout en visant des résultats aussi proches que possible des grandes nations de football mondial. Pour y arriver, la Ligue de football professionnel du Cameroun a fait appel à une agence spécialisée du nom de Tattoo Vibe Sport and Entertainment, agence de marketing sportif et événementiel basée au Cameroun depuis 2016. Elle s'est elle-même entourée de deux autres agences de marketing du sport, à savoir Omco Sport et Entertainment et C-Sport Marketing. Tous trois ont formé la régie événementielle du tournoi LFPC Playoff. Les LFPC Playoffs se sont déroulés du 12 mai et le 9 juin 2019, essentiellement dans les villes de Limbe et Yaoundé. Les activations marketing et de communication étaient axées principalement sur les matchs de Yaoundé afin de mettre en avant les équipes du top de Ligue 1 et 2, mais aussi booster les équipes d'en haut à se hisser et avoir la visibilité qu'elles méritent. L'on a pu constater que le football professionnel au Cameroun pouvait s'améliorer avec de la volonté, de la discipline et une vision. Le rapport du tournoi LFPC Playoff, publié cette semaine, est un élément central de l'impératif et de vérification, d'appréciation de ce qui a été fait. Il dresse un état des lieux de la compétition telle qu'elle s'est déroulée. On peut donc évaluer à partir de là les résultats obtenus par rapport aux résultats souhaités au départ. En ayant recours à une régie événementielle pour ce tournoi, la LFPC a tenté un pari risqué, car jamais cela n'avait été fait avant, mais aussi l'effectif qui constituait cette régie était essentiellement jeune. Les missions événementielles qui leur étaient dévolues portaient essentiellement sur la gestion de la billetterie physique et digitale de la compétition à travers un système de prévente des billets de match. Une stratégie de strict marketing qui permet à la compétition de battre réellement son plein dans les artères de la cité capitale. La production du signal TV, la retransmission des matchs de Yaoundé sur la télévision nationale, la commercialisation des espaces publicitaires dans les stades et à la télévision,
la promotion et la valorisation de la compétition dans les médias, dans les supports aux médias et sur le web. Ce rapport met donc en avant tous les aspects qui ont été importants à la réussite de l'événement. Le volet technique des joueurs, l'événementiel, ainsi que le financier et les perspectives pour l'avenir. Ainsi, avec les résultats remarquables enregistrés, le tournoi offre une excellente plateforme aux marques qui ont donc pu présenter leurs activités et en retour, apporter leur soutien tout au long de l'événement. Ce rapport est donc disponible sur le site web de la Ligue de football professionnel du Cameroun dans l'onglet Playoff Media Center. Voilà donc en substance ce qui a été fait. Peut-être on reviendra forcément sur cela parce que vous savez qu'un habitué justement de ce plateau était justement le régisseur général de cette compétition. Il s'agit de Pierre Toukoulou, Tatou Vibes, comme il s'est fait affectueusement appeler. Il y avait également Francis Yannick Deguet. Probablement lors de la prochaine émission, on aura peut-être l'occasion d'épiloguer dessus. Mais déjà Bernard, selon toi, au vu quand même de ce que tu as pu constater, que ce soit à distance, que ce soit de près, tu as pu regarder, tu as pu lire ce rapport. Quel a été, selon toi, le secret de la réussite de ce challenge? Je pense que les éléments clés de la réussite ont été relevés dans l'interview qui a été réalisée ou dans l'élément qui a été proposé par votre confrère chroniqueuse. Je pense qu'il y a eu une vision. Je pense qu'il y a eu de la détermination, de l'engagement et de la discipline. C'est ce qui manque généralement au sport camerounais, c'est-à-dire ces ingrédients-là qui, toute proportion gardée, sont la clé du succès, quel que soit l'élément sur lequel on a l'ambition d'avoir ou d'espérer certains résultats. Donc je pense qu'il y a eu une vision, il y a eu un projet qui a été bien monté, il y a eu des jeunes qui se sont fait confiance. Il y a eu une ligue qui a décidé de miser sur la jeunesse et heureusement pour elle, cela a porté ses fruits. Donc on ne comprend toujours pas pourquoi certains sont réticents à l'idée de faire cette ligue-là. Et je pense que les ingrédients, ils sont là, ils ont été la patience, le travail, et puis voilà. Il faut dire que dans le registre des innovations, on avait justement pour la première fois des statistiques à la mi-temps et à la fin de chaque match, ce qui n'avait jamais été vu au Cameroun. On avait également des conférences de presse d'avant et d'après-match pour les matchs importants. On avait, entre autres, des matchs des experiences, c'est-à-dire des compétitions avant chaque match, notamment des compétitions de baby-foot, de foot à 4, de e-sport. On a vu de grosses compétitions de e-sport et justement, l'e-sport qui a démontré qu'on peut justement compter sur cette discipline au Cameroun qui, il faut le dire, au niveau des chiffres, au vu des chiffres qui sont publiés aujourd'hui, prend de l'ampleur, Bernard. Tout à fait. Vous l'avez dit dès l'entame, j'ai pu relire le rapport qui a été dressé de ce qui a pu se faire durant les playoffs et j'ai tout de suite été bluffé parce que je me suis rendu compte de ce qu'il y avait quand même encore de la matière dans ce pays, même si on tend souvent à croire que c'est un pays qui est tout à la ruine. Il y a eu un rapport qui a été très bien monté avec des détails que je ne voyais que dans mes déplacements d'ailleurs, notamment la Chine et la Corée où j'ai pu assister à des compétitions qui ressemblaient à des playoffs avec des rapports très bien ficelés. Donc là, j'ai vraiment été content de ce que j'ai pu voir. Il y a eu vraiment des personnes qui ont travaillé et vous savez que le 21e, c'est de l'innovation. C'est la dématérialisation, c'est tout ce qui est digital qui se met en branle. Et là, on a vu des équipes qui vraiment se sont mises à niveau, qui ont innové, qui ont produit, qui ont inventé, qui ont créé. Et tous ces éléments-là ont permis d'avoir les résultats qu'on connaît, d'avoir des playoffs très bien organisés, avec un gros chiffre à la clé. Ce qui manque dans le football camerounais, c'est juste de la confiance. Parce justement, qui peuvent, qui n'ont pas malheureusement la confiance qui doit leur être accordée. Et parlant justement des chiffres, il faut dire que le public est revenu au stade. On n'avait pas vu ça depuis quand même pas mal de temps. Et peut-être c'était grâce à une petite formule qui a été comme ça proposée par cette régie événementielle. Un spectateur égale une place assise et une boisson rafraîchissante gratuitement offerte. C'est vrai que ça aussi, c'était osé, c'était risqué. Oui, je ne sais pas comment se sont tissés les accords entre ces régies événementielles-là et les promoteurs ou alors les propriétaires de structures qui leur offraient ces boissons et autres choses. Et je trouve il faut dire que les boissons étaient achetées par la régie, au vu. Les boissons étaient achetées par la régie et offertes aux spectateurs qui venaient au stade. Et on a vu, ça fait le plein d'œufs.
Tout à fait, c'est vous qui m'éclairez dessus, mais j'ai été totalement surpris. Personnellement, j'ai assisté à quelques matchs de playoffs au stade militaire. J'étais totalement surpris par tout ce qui se passait. J'ai trouvé ça vraiment très bien organisé. Et je me suis rendu compte que voilà, il y avait encore des choses à faire et je suis vraiment bluffé par ce qui s'est passé. Ramener 14 millions, pousser les Camerounais à de nouveau aller dans les stades de football. Les Camerounais ils sont relativement dégoûtés. C'est quand l'équipe Fagnon peut-être joue que les stades sont pleins, mais on a vu à la finale de la Coupe du Cameroun, il n'y avait pas vraiment beaucoup de personnes dans les stades. Donc là, si les playoffs ont drainé autant de monde, c'est que c'était bien pensé et l'être humain, quel qu'il soit, aime ce qui est bien fait. Ouais. Le Cameroun fait partie des pays les plus dans lesquels le peuple est très fan de football, des pays avec une vraie passion pour cette discipline sportive-là. Donc, voir les Camerounais aller au stade ne demande pas grand-chose, juste la discipline, l'organisation, ce qui a été fait, le résultat, donc on le connaît. Alors Bernard, une question, comment faire selon toi pour pérenniser une telle expérience au vu du contexte aujourd'hui qui caractérise l'atmosphère du football camerounais? Comment pérenniser une telle expérience? Je pense que la réponse est difficile parce que les intérêts et les enjeux ne sont pas les mêmes. D'une part, il y a des personnes passionnées et désireuses qui veulent faire du sport camerounais une réalité. D'autre part, il y a des personnes tapis dans l'ombre, même désormais au grand jour, qui se dévoilent manifestement comme des apôtres de la négativité pour le football camerounais, pour le sport camerounais en général. Donc, parce que les intérêts sont divergents, il y aura forcément une guerre de positionnement, une guerre de clan entre ceux qui veulent et ceux qui ne veulent pas. Donc, répondre à la question sera compliqué. Mais s'il faille répondre de façon objective, on dira qu'il faudra continuer de faire confiance à ceux qui, jusqu'ici, ont fait du bon travail. C'est-à-dire à ces régimes événementiels-là, qu'on laisse la Ligue travailler. Et pour rappel, je ne travaille pas pour la Ligue, je travaille pour personne, je travaille à titre individuel. Mais il faut qu'on fasse confiance à ceux qui jusqu'ici font bien. Et voilà, je me dis qu'avec ça, on aura des chances d'avoir des expériences toujours plus belles dans l'avenir. Tout à fait. Alors nous, on va continuer et on va se prendre le focus juste après. On vient de faire le bilan des playoffs. On va peut-être se permettre de faire également le bilan d'une compétition encore plus grande et encore plus gourmande en termes de budget. Il s'agit de la CAN. On rappelle que d'après des chiffres justement qui ont été publiés par un rapport de la Confédération africaine de football, la compétition, la CAN 2019 en Égypte aura généré 83 millions de dollars. Il faut rappeler quand même que c'est 2 fois plus qu'en 2015 et un tiers de fois plus qu'en 2017, même s'il y a une petite nuance quand même qu'il faut rappeler, c'est qu'en 2015 et en 2017, la compétition n'avait que 16 candidats. Et cette année, on était à 24 du côté de l'Égypte, mais selon de nombreux observateurs, 83 millions, c'est assez dérisoire au vu quand même de ce qu'on attendait de cette compétition-là dans un pays très touristique. Comment est-ce qu'on peut expliquer justement ce chiffre assez mitigé ? Je pense que on était dans une première édition de la CAN à 24. Il y avait peut-être un peu de scepticisme. Ouais. Il y avait peut-être le fait que les rouages n'étaient pas maîtrisés pour une compétition encore un peu plus grande. Il y a aussi que l'Égypte est un pays qui peut-être aime le football, mais pas comme d'autres pays. Donc c'est un pays dans lequel la culture du football n'est pas suffisamment ancrée dans les gènes et dans les racines même des peuples. Donc, il y a un ensemble d'éléments purement contextuels qu'on pourrait relever, qui peuvent nous amener à comprendre que voilà, la compétition n'a pas été la plus belle, parce que c'est vrai que la compétition est belle lorsque les stades sont pleins, lorsqu'il y a une ferveur populaire, lorsqu'il y a des fan zones, autant de choses. On a vu qu'en Égypte, c'était pas trop ça. Seuls les matchs de l'équipe égyptienne étaient vraiment intéressants parce que les stades étaient pleins. Donc, je me dis que cet échec également est dû au fait que voilà, c'était une première, on ne va pas beaucoup tirer, on ne va pas être très exigeant pour une première. Et donc, la CAF a fait peut-être de son mieux, même si, toute proportion gardée, quand même, on peut considérer que ce montant-là aurait dû être peut-être 2 fois plus. C'est vrai que les objectifs, quand même, quand on voit une compétition comme celle-là, les objectifs étaient dans pratiquement 100 millions de dollars. Puisqu'on sait quand même qu'aujourd'hui, la CAN, c'est pratiquement 4,5 milliards de téléspectateurs cumulés sur les 4 ou les 5 dernières éditions
Justement, c'est peut-être également ça le problème. Peut-être il y avait une concurrence. Les gens, on évoque beaucoup cette concurrence-là avec la Copa América qui se déroulait au même moment du côté du Brésil. Est-ce que ce chevauchement de compétition internationale n'a pas joué un grand rôle dans le choix justement des téléspectateurs? Peut-être, parce qu'il y a véritablement de grands joueurs occidentaux qui ont participé à la Copa América, mais dans l'organisation des compétitions internationales, la CAN passe avant la Copa América. Donc, je me dis que normalement, la CAN devrait attirer plus de téléspectateurs que la Copa América. Même si certains peut-être... Il faut dire que la Copa América est passée à 16 avec de nombreux pays invités, notamment le Qatar, le Japon, les Émirats, la Chine, me semble-t-il, qui sont aujourd'hui les premiers pourvoyeurs en termes d'achat de droits télé. Peut-être ça a pu jouer un rôle. Tout à fait, c'est possible. Il est possible, surtout la Chine. C'est que la Chine, c'est un géant économique, c'est une puissance économique, certainement. C'est qui talonne le mieux les États-Unis d'Amérique aujourd'hui. Tout à fait. Voilà, donc on peut se dire que le déploiement de la Chine et de l'Amérique peut-être a pu réduire l'intérêt qu'il aurait pu porter à l'Afrique. Mais voilà, on peut poser ces conclusions-là, mais il faut quand même garder en l'esprit qu'on aurait pu mieux faire. On espère que pour la prochaine CAN à 24, qui se déroulera, on l'espère très bien au Cameroun, les choses seront beaucoup mieux organisées et qu'il y aura de meilleures rentrées d'argent, parce qu'il ne faut pas oublier que ces droits télé également font vivre les fédérations qui organisent les compétitions. Donc je me dis que voilà, on doit espérer mieux pour les prochaines éditions, parce que ce qui a été fait en Égypte n'était pas très optimal par rapport à ce qu'on espérait. Tout à fait. Il faut dire que tu parles tout à l'heure de la CAN au Cameroun en 2021. La semaine prochaine, on va faire un dossier spécial sur l'avancement des infrastructures sportives. Vous verrez où on en est aujourd'hui avec le stade de Japoma qui, quand même, il faut le dire, commence déjà à revêtir sa plus belle robe. Et ce n'est que bénéf pour le Cameroun. On ira également du côté de Garoua pour voir comment se porte le stade Roumdé Adja. On va faire pratiquement le tour des stades. Mais en attendant, on va prendre une fois de plus le vol pour Dakar au Sénégal, où nous attend de ce côté-là Grégoire Ndjaka. Il est camerounais. Il faut dire que c'est le directeur général de l'Union africaine des radios de radiodiffusion, l'un des organes de broadcasting les plus puissants au monde, car comptant près de 40 membres, donc 40 États membres. Et eh bien, avec lui, il faut rappeler que les droits de la CAN en Afrique ont justement été gérés par sa structure, l'Union africaine de radiodiffusion. On nous signale qu'il est déjà connecté. Eh bien, bonsoir, monsieur Grégoire Ndjaka. Merci, c'est toujours avec un réel plaisir que je retrouve cette brillante équipe. Monsieur, il est dit que l'acquisition des droits télé de la CAN coûte très cher. Qu'en pensez-vous? Oui, vous savez que c'est une question, c'est d'ailleurs sur la base, dans la recherche de solutions à cette question, que l'UAR s'est engagée elle-même. Effectivement, les droits de retransmission pour certaines de nos chaînes de télévision sont hors de portée. C'est pour cela que lorsque vous regardez, la plupart des chaînes de télévision n'arrivent pas à payer ces droits. C'est le gouvernement qui les paye en leur lieu et place. Mais l'UAR a un projet là aussi. Parce que c'est une situation qui est très préoccupante, parce que d'une part, il faut moderniser le football. Et vous voyez quels sont les salaires qu'on donne aux joueurs aujourd'hui, un peu partout dans le monde. Et de l'autre part, de l'autre côté, il faut, n'est-ce pas, éviter de tuer les chaînes de télévision par des tarifs hors de portée. Nous sommes à l'UAR en train de chercher le juste milieu. C'est pour cela que pour cette édition, l'édition qui vient de s'achever là, nous n'avons pas réussi à faire en sorte que les prix baissent. Mais pour les prochaines éditions, je dis bien pour les prochaines éditions, en tout cas celle de 2021, nous avons un projet, un très grand projet, qui a pour objectif de faire en sorte que les sponsors, des hommes et des femmes qui travaillent en Afrique et qui perçoivent de l'argent de manière considérable en Afrique puissent participer, n'est-ce pas, à leur manière, n'est-ce pas, au financement du sport, c'est-à-dire au financement d'une activité qui est fédératrice, une activité qui concerne tout le monde, parce qu'en Afrique, du vieillard au petit enfant de 3 ans,
le football interpelle tout le monde. Donc nous pensons que en utilisant la publicité, en l'utilisant sciemment, on pourra sciemment et de manière réfléchie, nous pensons qu'on pourra amortir un peu les droits de retransmission, le coût des droits de retransmission. Mais on ne peut pas non plus penser que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas penser que on aura des Coupes d'Afrique sans droit de retransmission, parce qu'il faudra bien que le football soit financé. Alors, Monsieur Ndiaka, au-delà, enfin, on a déjà planté le décor, mais tout à l'heure, Bernard et moi, on faisait le bilan événementiel de cette compétition-là. Et moi, je m'en vais vous demander quel est le bilan financier que vous faites justement du point de vue des droits télé de cette compétition, tout au moins pour l'année 2019. Vous vous intéressez beaucoup plus aux finances, mais moi, je vais vous faire tout le bilan de ce qui s'est passé. D'abord, nous avions, sur le plan financier, puisque c'est ça qui semble vous intéresser le plus, nous avions un montant à déposer à la CAF. Et ce montant, nous devions le déposer en 2 étapes. Une première étape le 31 juillet et une deuxième en début mars 2020. Je suis heureux de vous annoncer que, en un seul coup, nous avons réussi à remettre à la CAF le montant attendu en juillet, mais aussi le montant attendu en mars 2020. Donc actuellement, l'UAR et la CAF sur ce plan-là n'ont plus aucun contentieux. Nous avons réglé toutes nos notes à la CAF en ce moment. Il faut le retenir. Nous avons fait preuve de beaucoup d'abnégation et certainement on a été un peu exigeant envers nos membres, mais c'était le prix à payer. Sur le plan de la participation des pays, vous savez, en 2017, c'était 13 pays. On nous disait il faut nous trouver au moins une vingtaine de pays. Eh bien, là aussi, nous avons battu le record. Nous sommes allés à une trentaine de pays. Et pour la première fois sur le continent africain, l'UAR a donné gratuitement le signal au Libéria, à la Sierra Leone, à Sao Tomé, à l'Érythrée et à la République centrafricaine. Ça, c'est pour la première fois. Tout simplement parce que nous sommes conscients des difficultés que ces pays rencontrent aujourd'hui. Parce que les gens s'arrêtent au fait que les prix ne soient pas abordables. Mais nous avons introduit aussi cet aspect de solidarité et d'humanisme cette fois. Et pour tout dire, vous les journalistes que vous êtes, je ne vous ai pas vu relayer cet aspect qui est quand même un aspect fondamental et un aspect nouveau. Et je souhaite que vous puissiez vous rattraper les prochains jours. Ça sera fait, Monsieur Ndiaka, on va forcément se rattraper. Alors, peut-être on va ressortir de cet entretien par un sujet qu'on évoquait déjà tout à l'heure avec Papa Massata Diack. C'est celui justement qui fait cette affaire qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les présidents de fédération sont un peu courroucés du fait que Fatma Samoura, l'actuel gérant de la CAF, secrétaire général de la FIFA, ait décidé de centraliser les droits. Quel est votre point de vue sur la question de la centralisation ? Je crois que la décentralisation a montré ses limites et certaines fédérations s'en plaignaient. Et je pense que ce nouveau vent, cette nouvelle idée doit être soutenue, encouragée, afin qu'elle puisse faire en sorte que nos chaînes de télévision, nos fédérations plutôt, que nos fédérations puissent avoir les moyens de leur politique. Et je crois que c'est dans ce cadre qu'intervient la FIFA, avec au bout du compte une volonté de faire développer le football en Afrique. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée qu'il faut simplement encourager. Monsieur Grégoire Ndiaka, merci. C'est moi qui vous remercie et je souhaite bon vent à votre forum.
Alors, merci. On rappelle que cet entretien a été réalisé justement grâce au forum Afrique Foot Média du confrère Richard Na. Ils sont nombreux justement qui nous regardent actuellement, donc on leur adresse un salut particulier. Alors, Bernard, je n'ai pas pris ton avis justement sur cette question de centralisation des droits. Il faut rappeler quand même que lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, généralement, ce qui se faisait, c'est que la CAF laissait le choix à chaque pays de gérer lui-même, ou du moins à chaque fédération de gérer elle-même ses droits. Mais on s'est rendu compte que cela ne rapportait pratiquement rien aux fédérations. Et donc Fatma Samoura est arrivée à la CAF et elle décide justement de centraliser tout au niveau de la FIFA pour quand même reverser un peu de ces retombées-là aux fédérations. Mais la plupart des fédérations sont un peu contre cette idée. Quel est ton avis sur cette question-là? Alors, j'ai eu l'impression juste, en lisant les avis de certains patrons de fédérations, qu'il s'agissait pour eux de s'opposer à la gestion de Mme Fatma Samoura des choses à la CAF. Et pourtant, il m'a semblé, proportion gardée, que Mme Fatma, pour l'élément qui nous concerne, a agi en sa casquette de secrétaire général de la FIFA. Tout à fait. Parce que la lettre qu'elle a transmise était estampillée FIFA. Tout à fait. Donc, à ce niveau, les présidents des fédérations devraient manifestement comprendre que c'était une injonction ou alors une recommandation, une demande même de la FIFA, pas vraiment une injonction. Voilà. Alors, tout à l'heure, M. Ndjaka l'a dit, je pense que c'est une décision qui est vraiment salutaire. Aujourd'hui, nos fédérations sont à la traîne. Problème de financement. Alors, cette centralisation des droits assure au moins à la FIFA, mieux experte en la matière, de pouvoir gérer ses droits et de les rétrocéder comme il faudra aux fédérations concernées. Donc, je pense qu'il n'y a pas matière à s'inquiéter parce que je me dis que la FIFA est peut-être un peu plus transparente que certaines fédérations, même si également on connaît le FIFA Gate, mais elle est un peu plus crédible que beaucoup de fédérations nationales. Elle a des partenaires qui vont l'aider justement dans la commercialisation de ses droits. Elle est justement liée à de très grandes structures de marketing et de gestion de droits télé qui pourront facilement recouvrer des sommes importantes et aider les fédérations. Donc moi, je crois très bien, comme M. Ndjaka l'a dit, que les fédérations gagneraient à suivre ce mouvement et à se rallier derrière cette cause-là qui, manifestement, leur est bénéfique plus que toute autre chose. Alors, nous, on va ressortir justement de cette émission par une rubrique que beaucoup affectionnent à la maison. Il s'agit du quiz. Il faut rappeler, Bernard, que le quiz est une rubrique qui généralement se fait en compétition entre les différents panélistes. Mais aujourd'hui, tu es mon seul panéliste, du moins sur le plateau. Les autres sont au Sénégal et donc ils ne peuvent pas participer au téléphone. Et donc, on va quand même s'amuser à te titiller un peu. Est-ce que tu peux nous donner le prénom du meilleur joueur de la CAN 2019 ? Malheureusement. Ok, son nom, le prénom, sa nationalité, égyptien. Non. Algérien, pardon. Algérien. Ok, Algérien. son poste, milieu de terrain. Super, il s'agit d'Ismaïl Benasser qui a signé justement il y a quelques jours un bon contrat avec l'AS Milan, même s'il faut dire que la somme de 16 millions d'euros a été beaucoup critiquée par des observateurs qui pensent quand même que 16 millions d'euros pour le meilleur joueur de la CAN, c'est dérisoire. Mais bon, on ne va pas s'en plaindre. Eh bien, on va parler, puisqu'il s'agit toujours de la CAN 2019, du balai au sein des fédérations. Combien de fédérations, combien de pays ayant participé à la CAN ont pour l'instant viré leur coach? Je dirais 8. C'est plus. 12. C'est plus. 16. C'est moins. 14. C'est moins. 13. C'est juste. Voilà. On s'est carrément livré au juste prix. Ouais. Il faut dire que 13 nations, justement, africaines ont dû limoger leur entraîneur. D'autres ont déjà remplacé. Actuellement, on me signale à l'oreillette que l'Égypte vient de remplacer Hector Cooper par son ancien entraîneur Hassan Sheata, qui a remporté 3 CAN, 2006, 2008, 2010, avec les pharaons d'Égypte. On espère que cela va bien se passer. On nous annonce également dans l'oreillette que du côté de la Tunisie, il y a pas mal de propension à garder un local. Et du côté du Maroc, par contre, on a pris le coach Vaïd Azilodis,
C'est difficile. Alilozic. Je pense que s'il avait été africain, ça aurait été plus facile à prononcer quand même. On va ressortir par la dernière question. La dernière question, ça n'a rien du tout à voir avec la CAN, mais bon, il faut bien s'amuser. Eh bien, la Côte d'Ivoire va connaître, enfin la Fédération ivoirienne de football, la FIF, va connaître l'année prochaine un nouveau président. Et il faut dire qu'il y a pas mal de candidatures, dont 2 d'anciens internationaux ivoiriens, que vous devez bien évidemment connaître. Lesquels? Didier Drogba, forcément. Et le second, ne vient pas très bien. Je l'ai entendu comme ça, j'ai regardé. Eh bien, le deuxième, c'est Bonaventure Kalou. Il faut rappeler que c'est un véritable héros de ce côté-là. Après une belle carrière footballistique, il s'est reconverti dans la politique. Il est aujourd'hui le maire de la commune de Voivois. C'est à quelques kilomètres d'Abidjan. Avec un peu de chance, probablement, on va la voir en direct lors de la prochaine émission. Bonaventure Kalou, on verra aussi si on pourra avoir Didier Drogba pour en discuter justement, pour parler des véritables challenges de la Fédération ivoirienne de football. Nous, on arrive pratiquement au terme de cette émission Sport Business Africa. Habituez-vous au nouveau nom, c'est Sport Business Africa et non plus Sport Business Squad. Je vous l'ai dit, c'est pour se rapprocher des réalités. Mais avant, Bernard, un dernier mot justement allant dans le sens justement de valoriser davantage la pratique, la bonne gouvernance et surtout la maîtrise de l'économie, du droit du sport en Afrique. L'un des éléments pertinents en parlant de gestion et de management, c'est la compétence. Tout à fait. Donc je pense que dans nos pays, il faudrait quand même remettre au goût du jour la notion de compétence et il faudrait que les personnes les plus en même de rendre compte ou d'accomplir les missions qui leur sont confiées soient avancées, soient mises au devant de la scène. On se rend compte que parfois, pour des raisons autres que sportives, on parachute des gens là qui, au final, satisfont pas aux intérêts collectifs. Donc c'est juste un appel pour demander aux patrons des fédérations de faire confiance aux personnes qui ont la compétence afin que le sport en général puisse être revalorisé dans notre continent. Tout à fait. Nous, on va se quitter justement sur cette note positive en espérant que le message justement va parvenir dans les oreilles de qui de droit. On se retrouve la semaine prochaine désormais et ce sera comme ça dans toutes les semaines pour parler du sport business en Afrique. Je vous l'ai dit, désormais c'est Sport Business Africa. Et bien avec encore plus d'intervenants, que ce soit au Cameroun, au Maroc, aux États-Unis. On ira probablement du côté de Johannesburg pour avoir le responsable de la NBA Afrique. Il s'agit de William Biakop qui va également nous parler de ce programme NBA Junior Africa qui a été développé ici au Cameroun et dans pas mal de pays africains. Nous, on fait quoi? On reste scotché, on garde la forme, restez sport, mais surtout business. Ciao, à la semaine prochaine.